Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à Croisons l'avenir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous et toutes en santé. Moi, ma santé est pas mal revenue. J'ai encore un peu de mucus, mais ça, je pense que ça va durer encore plusieurs semaines. Surtout, on va voir avec ce qui se passe dans le ciel, ça se peut que ça dure plus longtemps que ça encore. Je vais laisser quelques instants pour laisser les gens rentrer. Désolé, j'ai commencé en retard ce soir, mais ça a été une journée assez occupée. J'étais à Montréal ce matin, donc j'ai fait de la route. Ça se peut que j'ai de la difficulté à lire aussi. C'est pas que je suis illettré, c'est que mes yeux sont fatigués. On a roulé 2 heures. On est parti à 4 heures, 4 heures et quelques de Montréal. Et puis, on est revenu à Gatineau, donc on roulait vers l'ouest, et donc on avait le soleil dans les yeux tout le temps, puis j'ai fait beaucoup d'ordinateurs aussi, donc soyez indulgents avec moi si j'ai de la difficulté à rentrer, pas rentrer, à lire. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler de la géo-ingénierie. Et je veux que cet épisode-là soit vraiment une porte d'entrée où est-ce que si vous avez des gens qui croient pas à ça, qui disent que c'est une théorie du complot, qui vous écoutent pas, ou qui vous traitent de complotistes, ou qui disent « Oh non, arrête-toi avec tes histoires, etc. » Et je veux vraiment que cet épisode-là soit... Je vais essayer de la concire à l'intérieur d'une heure, si possible, pour pas que ça soit trop long. Mais je crois que j'ai ramassé assez de... Bon, dans la communauté scientifique, on ne dira pas que c'est des preuves, mais j'ai ramassé assez d'éléments qui démontrent que la géo-ingénierie existe bel et bien. J'ai ramassé quelques documents officiels, des sites officiels, des articles de journaux, des articles scientifiques, etc. Et donc, on va pouvoir voir un peu la contradiction du narratif officiel, parce que le narratif officiel se contredit lui-même, ce qui est assez spectaculaire. On va pouvoir analyser les différents types de géo-ingénierie. Je vais commencer par expliquer c'est quoi la géo-ingénierie. Et ensuite, on va terminer avec un nouveau projet qui vient d'être lancé. Je crois que c'est au Royaume-Uni. On va 30 secondes, je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, au Royaume-Uni, un nouveau projet. Vous allez rire du nom parce que c'est assez... une image vaut plus que 1000 mots. Et donc, vous allez voir. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aimerais ça savoir aussi si le son est bon parce que j'ai pas plugué mon micro aujourd'hui. Étant donné que j'ai plein de vidéos à vous montrer, quelques vidéos à vous montrer, quand je branche le micro, le son coupe. Et donc, j'entends pas les vidéos. Puis, il y en a un que j'aimerais traduire, donc j'ai besoin d'entendre le son. Et donc, faites juste m'écrire dans les commentaires si le son est correct. Aussi, comme à chaque épisode, ça va me faire plaisir. Écrivez dans les commentaires si vous avez des questions, vous avez des trucs que vous voulez ajouter, des articles, envoyez-moi tout. Puis toutes les questions, je vais essayer de répondre. Surtout si vous mettez un point d'interrogation après votre commentaire, ça va peut-être plus capter mon œil, savoir que c'est une question, puis je vais pouvoir prendre le temps de la lire et vous répondre. Si je connais la réponse, parce que je bullshit à rien. Donc, on va commencer. Je vais partager mon écran. Il faut que je trouve une façon de partager mon écran sans que on ait un inception de matrice en partant. Mais ça va être pour la semaine prochaine. Monica. Ah, le son est correct. Merci beaucoup, Monica. J'apprécie énormément. Donc, je vais partager mon écran. On va commencer. J'ai comme les 3-4 premiers onglets, c'est les définitions de la géo-ingénierie sur différents sites. Donc, ça va donner, en gros, plusieurs sites vont avoir une définition relativement similaire, mais ça va quand même nous donner une bonne perspective là, de ce que tous ces sites ou ces organisations-là décrivent ce qu'est la géo-ingénierie.
Et donc, on a l'Agora ici, donc agora.qc.ca /dossier/géoingénierie. Vous pouvez voir dans l'URL. Le 13 septembre 2020, ça dit « La géoingénierie est une tentative dans le but d'éviter ou de réduire les conséquences négatives du changement climatique en modifiant directement des parties du système naturel de la Terre. À ne pas confondre avec les efforts de mitigation, lesquels consistent soit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit à conserver les réserves de dioxyde de carbone, soit à séquestrer ce même carbone comme le font les forêts. À distinguer aussi de l'adaptation, laquelle consiste à composer avec les impacts du changement climatique. La géoingénierie n'est pas une guérison. Au mieux, c'est un pansement ou un tourniquet. Au pire, c'est peut-être une blessure auto-infligée. » Vous allez voir, cette description-là, c'est peut-être la plus honnête dans les 3-4 que je vais vous montrer. En lui-même, le piratage du système climatique n'améliorera pas la manière dont la société gère la planète. Il peut être démotivé. Il peut même démotiver les artisans, ça commence tôt. Il peut même démotiver les artisans d'une gestion efficace. La géoingénierie devrait être considérée comme une police d'assurance hautement incertaine ou comme la réponse à une urgence et non comme une solution. Donc, si vous voulez, je vais partager en fait, ouais, c'est une bonne idée. Donne-moi quelques instants. À chaque fois que je vais partager... Ah, merci maman de me confirmer que le son est bon. J'aimerais ça. Si vous voulez aller voir dans le fond, écrivez-moi dans les commentaires les sites que vous voulez voir le plus aussi. Mais comme par exemple, là, je vais vous partager celui-là. Et donc, c'est assez intéressant ce qu'il explique. C'est pas très très long non plus. En fait, on pourrait quasiment le lire ensemble. Donc, essentiel. La géo-ingénierie à la lumière de la pensée complexe. Le samedi 27 janvier, André Mathieu nous a entretenu de la pensée complexe. Si je parviens à bien présenter les choses, nous a-t-elle dit en substance, vous n'interpréterez plus les nouvelles de la même manière. Vous saurez par exemple que l'on vous lance sur une fausse piste si on se limite à faire appel à la causalité linéaire pour proposer une solution, là où vous présumez que plusieurs facteurs formant ce système agissent les uns les autres de façon à rendre l'évolution du système imprévisible, comme dans le cas d'un ouragan. La conférencière nous a alors donné comme exemple de fausses pistes, la géoingénierie, telle qu'on la présente généralement au grand public. Les gaz à effet de serre réchauffent la planète. On va tenter de régler ce problème en saupoudrant la haute atmosphère de particules de soufre qu'on va refléter une partie des rayons solaires incidents dans l'espace. Donc, c'est ça. Donc, en partant la définition de géoingénierie, on voit qu'il explique que c'est pour contrer les changements climatiques, les effets néfastes du changement climatique, et que c'est une altération météorologique artificielle, volontaire. Si on va voir Office québécois de la langue française, et donc sur le site vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca. Donc, on ne peut pas avoir plus officiel du gouvernement du Québec que ce site-là. On va aller voir la géoingénierie. Ça marque ici « Ingénierie dont l'objet est la mise en œuvre de moyens techniques susceptibles de modifier le climat terrestre de manière à contrecarrer les effets du changement climatique, notamment le réchauffement planétaire. » Note, la géoingénierie se décline conventionnellement en deux grands champs d'activité, l'élimination de dioxyde de carbone et la gestion du rayonnement solaire. Les moyens envisagés peuvent être par exemple le déploiement d'arbres artificiels capteurs de CO2, la technologie de capture directe du dioxyde de carbone, la fertilisation des océans, l'éclaircissement des nuages marins, la macro-algoculture, voire l'envoi sur orbite de miroirs réfléchissants pour intercepter une partie des rayons solaires. Bon. Vous allez voir que cette définition-là, si les gens utilisent ça,
comme définition de la géo-ingénierie, je dirais que je peux comprendre les gens de penser que c'est pas si néfaste que ça. Parce que arbre artificiel, bon capteur de CO2, on peut aller voir c'est quoi. Structure montée sur un pylône imitant plus ou moins la forme d'un arbre naturel composé de filtres capables de capter une très grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Bon. Okay. Il n'y a pas vraiment d'aspect très néfaste à faire ça. La capture directe, tout ça, mais il y a d'autres techniques utilisées qui sont absolument pas mentionnées ici, puis qui sont hyper utilisées à travers le monde, dont l'ensemencement de nuages. On va le voir là, dans les onglets suivants. L'ensemencement de nuages, qui est hyper utilisé, il n'est même pas marqué ici. Ouais, peut-être l'éclaircissement des nuages marins, là, à moins qu'il aille romantiser. Technique de géo-ingénierie marine qui vise à contrer le réchauffement planétaire en augmentant la formation et la réflectivité des nuages à basse altitude au-dessus des océans par l'apport d'aérosols marins. Non, c'est pas de l'ensemencement de nuages tel quel. Donc ouais, ils n'ont même pas mentionné l'ensemencement de nuages, ce qui est assez bouleversant, je dirais. Juste m'assurer que vous voyez bien là, chaque site. J'ai des commentaires. Ah. Oui, Dad, je vais avoir de la misère à changer. À chaque fois, il va falloir que je l'écrive à chaque fois. Mais si jamais vous voulez, dans les commentaires, m'écrire si vous voulez toutes mes sources, ce que je vais faire, c'est que je vais même, peut-être à la fin de l'épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, dans les commentaires, marquer tous les liens que j'avais. Donc, je ne les effacerai pas. Bon, les deux que j'ai effacés, je peux les remettre, là. Je les ai sauvegardés. Je vais tous mettre les liens. Donc, vous aurez juste à cliquer sur chaque lien. Je vais la mettre là, dans un commentaire sur la page YouTube. Donc, dans la vidéo YouTube, je vais mettre tous les liens. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus. J'aurais dû faire ça dans la description de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Merci, Dad, de me rappeler que la bande verte est encore là. OK, on continue. Donc, ici, on a Futura, et donc qui est quand même assez populaire au niveau scientifique. Donc, géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? Ils vont marquer ici, le terme géo-ingénierie se rapporte à un ensemble de techniques imaginées à l'échelle planétaire afin de contrer le changement climatique. Donc, toujours pour contrer le changement climatique. Hein? Il n'y a jamais personne qui se demande si c'est ça qui cause un changement climatique néfaste. Parce que ça, on va en parler aussi. Je vais prendre une pause, je vais en parler tout de suite. Quand on parle de changement climatique, on veut dire quoi? J'aimerais ça que quelqu'un m'explique, quand on parle de changement climatique, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est comme si, exemple, bon, ben là, les Tylenol, c'est très populaire en ce moment. C'est comme si Big Pharma m'explique que prendre une Tylenol, ça va me soigner des maladies. Mais quelle maladie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va me soigner de quoi? Donc, quand on parle de géo-ingénierie se rapporte à l'ensemble de techniques imaginées à l'échelle planétaire afin de contrer le changement climatique. Afin de contrer quoi? Parce que au début des années 1920, on parlait de refroidissement planétaire. Puis là, la planète a commencé à se réchauffer au lieu de se refroidir. Fait que là, ils ont décidé d'appeler ça le réchauffement climatique autour des années 40. Puis là, finalement, ils ont découvert au début des années 2000 que ça se refroidissait encore. Et donc, ils ont décidé d'appeler ça changement climatique parce que là, au lieu de changer, ils ont l'air cave un peu. Fait que là, changement climatique, ben, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça rentre dedans. Donc, mais c'est quoi? C'est quoi le changement climatique? Là, ils vont dire que c'est le CO2, mais ils vont dire que c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Mais quand tu vas demander à un météorologue ou un climatologue, c'est quoi la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ils n'ont aucune idée. Donc, déjà là, ça paraît pas bien. Parce que pour savoir s'il y a trop de CO2, s'il y a trop de particules de CO2 dans l'atmosphère, il faudrait savoir il y en a combien.
pour pouvoir déterminer s'il y en a trop. Il me semble que ça va ça va dans la logique intellectuelle. Ensuite, ils vont dire que c'est le rayonnement solaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre le rayonnement solaire? D'après moi, il n'y a rien de plus naturel que le soleil éclairant la planète Terre. Je veux dire, c'est pas... L'humain n'a d'aucun point de vue altéré le soleil. En tout cas, je crois que c'est impossible. Là. Je veux dire, à moins que la NASA sorte une technologie, j'ai aucune idée. Mais selon la connaissance technologique actuelle, impossible qu'on change le soleil. Ça veut dire que si le soleil décide de réchauffer la planète ou de moins émettre de rayonnement et de refroidir la planète, c'est naturel. Il n'y a aucune altération de la main de l'homme. Donc, pourquoi on voudrait contrer ça? Et donc, aussi, le changement climatique, c'est naturel aussi. Il n'y a jamais rien de stable. C'est comme, je parlais avec Andrea, justement, qui était là l'épisode passé, qui risque d'être là aussi l'épisode prochain. On parlait ensemble, puis c'est comme, c'est un exemple un peu bizarre, mais ça démontre quand même, sur une échelle plus petite, c'est comme si une jeune fille de 12 ans a ses menstruations. Puis là, le médecin, il dit « Oh mon Dieu, tu as des dérèglements hormonaux dans ton corps. C'est pas normal, tu devrais pas avoir ça. Donc, je vais donner des pilules, comme des Tylenol, encore Tylenol, pour stabiliser ton dérèglement hormonal. Parce que c'est pas normal que tu aies un dérèglement. Tu es supposé être toujours stable. Et donc, son dérèglement se stabilise. Elle a des problèmes, d'autres problèmes qui subviennent, des problèmes physiques, des problèmes de santé, dépression, etc. Et donc là, on dit, mon Dieu, il y a des problèmes là, qui se passent, ça doit être à cause de son dérèglement hormonal, donc il faut augmenter la dose. C'est pas mal ce qui se passe avec la géoingénierie et le changement climatique aujourd'hui. C'est qu'il y a un changement climatique naturel qui se passe, qui s'est passé et qui va toujours se produire. On blâme ça pour utiliser de la géoingénierie, pour modifier le climat. Il y a un dérèglement encore plus important qui se passe, comme des pluies acides, des ouragans, etc. Et là, ensuite, on va blâmer le changement climatique, que nos efforts ne sont pas assez forts, que le changement climatique devient de plus en plus dangereux. Et donc, il faut augmenter nos efforts pour lutter contre le changement climatique. Vous voyez un peu la réflexion bidon sans comme esprit critique whatsoever. Donc, c'est ça. C'était une petite grosse parenthèse que je voulais mettre, mais c'était juste parce que je voulais parler du changement climatique parce que vous allez voir à quel point il parle de CO2, puis c'est fatigant qu'il parle de CO2. Parce que le CO2, c'est une particule qui est absolument nécessaire à la vie. Les arbres en raffolent, les planctons en raffolent, les algues en raffolent. Le plancton, les algues et les arbres transforment le CO2, nous le redonnent en oxygène que nous, on a besoin pour vivre. C'est juste un cycle naturel. Et en ce moment, le CO2 fait partie de 0,04% de l'atmosphère, ce qui est absolument minime. Parce qu'à 0,0.2, ça commence à être dangereux pour les espèces vivantes, comme les êtres de carbone comme nous. Ça commence à être dangereux, puis l'agroalimentaire commence à être de plus en plus difficile aussi. Justement, il y a un article, je ne l'ai pas en ce moment, il y a un article du CNN, non, CBC, CNN. Ça a sorti aux États-Unis. CBC, c'est au Canada, mais ça a sorti aux États-Unis. Je pense que c'était CNN. Il parlait que l'Amazonie, la forêt amazonienne, les arbres, ils poussent plus maintenant parce qu'il y a plus de CO2 qu'avant. Ils poussent plus rapidement et les gros arbres poussent mieux parce qu'ils absorbent plus de CO2. Donc, puis c'est ça que j'avais appris moi au secondaire aussi, que le CO2 c'était nécessaire à la vie. Mais ça a bien l'air que ça a changé depuis quelques années. Donc, je vais continuer à lire sur Futura. C'est pas très, très long. Une idée qui a germé relativement aux difficultés rencontrées par les gouvernements
à s'accorder sur les méthodes à mettre en œuvre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En 2014, l'Agence nationale de la recherche a publié sa propre définition. Donc, ça, c'est l'Agence nationale de la recherche dit « La géoingénierie de l'environnement correspond à l'ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d'effets de la pression anthropique sur l'environnement. Il importe de bien distinguer la géoingénierie qui met en jeu des mécanismes ayant un impact global sur le système planétaire terrestre, des techniques et pratiques d'atténuation ou ayant simplement un impact local. » Donc, ce qu'ils vont expliquer, c'est que la géoingénierie, c'est vraiment global, c'est à l'échelle mondiale. Puis, il y a une autre appellation, je ne me souviens plus le terme, ou est-ce que c'est local. Donc, si le Canada décide de faire des activités pour changer artificiellement la météo, ça ne s'appellera pas, selon la communauté scientifique, de la géo-ingénierie. Ça va être, I guess, l'ingénierie climatique, mais il y a une appellation là, qui ont désigné pour ça. Ici, Britannica, c'est en anglais, mais sur ChatGPT, j'ai traduit pour vous. Et donc, je vais vous lire, c'est exactement sur le site que j'ai récolté l'information de Britannica. Ça dit, ça c'est le texte que j'ai copié. La géoingénierie ou manipulation à grande échelle d'un processus spécifique central au contrôle du climat terrestre vise à obtenir un bénéfice particulier. Le climat mondial est contrôlé par la qualité de rayonnement solaire reçu par la Terre ainsi que par le devenir de cette énergie dans le système terrestre, c'est-à-dire la part absorbée par la surface terrestre et celle qui est réfléchie ou réémise dans l'espace. La réflectivité du rayonnement solaire est influencée par plusieurs mécanismes, notamment l'albédo de la surface terrestre, la couverture nuageuse et la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tels que le dioxyde de carbone. Pour que les propositions de géoingénierie aient un impact significatif sur le climat mondial. Elles doivent modifier intentionnellement l'influence relative de l'un de ces mécanismes de contrôle. Et donc, ça dit ici, les premières propositions de géoingénierie ont été élaborées au milieu du 20e siècle, s'appuyant sur des technologies développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je ne me trompe pas, l'ensemencement de nuages a commencé en 1946. Donc, pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, de ce qui restait. Ces propositions visaient à modifier le système météorologique afin d'obtenir des conditions climatiques plus favorables à l'échelle régionale. L'une des premières techniques est l'ensemencement de nuages, un processus de modification météorologique qui tente de provoquer la pluie sur des terres agricoles asséchées en dispersant des particules d'iodure d'argent ou de dioxyde de carbone solide dans les nuages porteurs de pluie. L'ensemencement de nuages a été utilisé dans le but d'affaiblir les tempêtes tropicales. Cependant, au 21e siècle, l'ensemencement de nuages, tout comme la modification météorologique en général, ne sont plus véritablement considérés comme de la géoingénierie. C'est ça que j'expliquais, car ils opèrent à une échelle trop réduite. Les propositions actuelles de géoingénierie se concentrent sur l'échelle mondiale, particulièrement en raison de preuves croissantes de l'augmentation des concentrations de CO2 atmosphérique et donc du risque de réchauffement climatique global. Deux approches fondamentalement différentes du problème du changement climatique ont émergé. La première propose d'utiliser des technologies visant à augmenter la réflexion du rayonnement solaire. Ça, je vais vous en parler bientôt. Réduisant ainsi l'effet du réchauffement du Soleil sur la surface de la Terre et la basse atmosphère. Toutefois, modifier le bilan thermique de la Terre en réfléchissant davantage de lumière solaire dans l'espace pourrait compenser l'augmentation des températures, mais ne ferait rien pour réduire la concentration croissante de CO2 dans l'atmosphère. Bon.
Ce qui est intéressant, par contre, toujours sur le site de Britannica, c'est les paragraphes suivants. Si je ne me trompe pas, c'était plus bas, là. Ouais, je pense que c'était ce paragraphe-là ici. Ça dit « Pour certains scientifiques, les propositions de géo-ingénierie à l'échelle mondiale frôlent la science-fiction. La géo-ingénierie est également controversée car elle vise à modifier le climat mondial. Un phénomène encore mal compris qui ne peut être modifié sans risque dans la presse grand public, certains articles présentent la géo-ingénierie comme l'ultime solution pour contrer le changement climatique si toutes les autres mesures visant à réduire les émissions de CO2 échouent dans les décennies à venir. Plusieurs études soutiennent qu'un test rigoureux devrait précéder toute mise en œuvre d'un projet de géo-ingénierie afin d'éviter des conséquences imprévues. Chacune des propositions décrites ci-dessous diffère des autres par son efficacité potentielle, sa complexité, son coût, les considérations de sécurité et les effets inconnus sur la planète. Toutes devraient donc être soigneusement évaluées avant d'être mises en œuvre. Pourtant, aucun projet proposé n'a été testé de manière volontaire, même à petite échelle, ce qui signifie que l'efficacité, le coût, la sécurité ou le calendrier de mise en œuvre de ces solutions n'a jamais été évalué. Donc, ils sont en train de nous dire que on utilise ça pour contrer le changement climatique. On utilise ça pour limiter les dommages du changement climatique, spécifiquement réduire le niveau de CO2 dans l'atmosphère et spécifiquement pour refléter les rayons solaires qui réchauffent la planète. Mais ça n'a jamais été testé, ça n'a jamais été évalué. C'est en cours de processus. On est en train de shooter des produits dans le ciel, comme le dioxyde de... C'est quoi qui était marqué? Là? On a l'iodure d'argent, puis il parlait de dioxyde là, de carbone, ou en tout cas, des fois, il y a de la glace sèche aussi. Des fois, il y a du sel. Mais peu importe, il y en a d'autres aussi que plus tard, on va dans d'autres épisodes, parce que là, c'est partie 1. Dans partie 2, partie 3, je vais vous montrer certains produits chimiques qu'ils utilisent autres que l'iodure d'argent pour mettre dans les propulsions de fumée en arrière des avions. Mais ils sont en train d'expliquer que ça n'a pas été testé. Pourquoi? Parce que, on va le voir dans le prochain ici, attendez. Principale substance, c'est mon ami qui vient de m'envoyer ça. Principale substance utilisée pour l'ensemencement de nuages. Iodure d'argent. Argent le plus courant, sa structure cristalline ressemble à celle de la glace, ce qui favorise la condensation. Mais il y a aussi chlorure de sodium, donc du sel de table. Il y a chlorure de potassium, similaire au sel de table, mais utilisé pour ses propriétés hygroscopiques. Moins toxique, mais peut aussi perturber la composition chimique des sols. C'est bien. Neige carbonique, donc du CO2 solide. Intéressant. On veut contrer l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, mais on en shoot du solide pour faire de la... c'est pourquoi ça? C'est pour faire de la neige artificielle, j'imagine, ou pour non, c'est pour l'ensemencement de nuages. Ensemencement de nuages, ça peut être pour soit la pluie ou de la neige. Il y a chlorure de potassium, similaire au sel de table aussi, mais utilisé pour ses propriétés. Non, ça, je l'ai déjà lu, pardon. Chlorure de calcium, propane liquide. OK, donc intéressant. On va continuer parce que l'épisode va durer 2 heures.
Je vais aller ici. Donc, Encyclopédie canadienne. L'Encyclopédie canadienne nous explique ce qui s'est passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, ici, c'est production artificielle de la pluie, là, pas pluie, production artificielle de l'an. Bon, il explique que la pluie est d'une importance vitale, blablabla. Au Canada, bon, c'est plus là que l'article commence à être intéressant. Au Canada, la production artificielle de pluie débute en 1948 par une expérience du gouvernement fédéral. On dispersait de la glace sèche dans les nuages pour provoquer une chute de pluie et dans des conditions appropriées, on réussissait à en obtenir. Toutefois, ces activités ont soulevé la question classique. Que serait-il arrivé sans l'intervention humaine? Les résultats de ce projet ont été remis en question car, en l'absence de nuages non ensemencés, on ne pouvait établir une comparaison avec les nuages ensemencés. Donc, c'est ça que Britannica expliquait aussi, qu'il n'y a pas eu de tests scientifiques parce que, étant donné que chaque nuage est complètement différent, quand il y a des nuages qui sont en haut d'une file puis on les ensemence, il y a de la pluie qui tombe, c'est impossible de savoir si on n'avait pas ensemencé, est-ce qu'il y aurait plu autant? Parce que tu ne peux pas ensemencer la moitié des nuages, puis qu'il pleut la moitié des nuages, puis là, tu aurais le groupe test, le groupe placebo. Tu pourrais faire la comparaison entre les deux. Ça ne se fait pas. Donc, il n'y a pas de test qu'on peut déterminer pour réellement voir l'efficacité. Cependant, depuis 1946, on ensemence des nuages. On lance de l'iodure d'argent, on lance c'était quoi l'autre affaire? Chlorure de calcium, neige carbonique, chlorure de potassium, chlorure de sodium. Dans le ciel, dans les nuages, ça tombe sous forme de pluie, surtout l'iodure d'argent qui est insoluble. Quand la pluie tombe, l'iodure d'argent tombe, donc ça rentre dans nos sols. Donc, ça rentre dans nos sols qu'on cultive notre nourriture et donc on absorbe l'iodure d'argent par la suite. Il y a aussi de l'aluminium, etc. Mais, comme preuve, comme piste intéressante, il y a eu, en 1959, le gouvernement fédéral entreprend la première d'une série d'expériences de production artificielle de pluie à des fins statistiques internationales dans le nord-ouest de l'Ontario et dans le nord-ouest du Québec. Le nord-est de l'Ontario, le nord-ouest du Québec. Cette expérience d'une durée de 4 ans sur des systèmes de tempête d'envergure a abouti à une baisse totale de 2,5 particules sur 100 des précipitations. Cette baisse n'est pas statistiquement significative et pourrait être le simple résultat du hasard. Donc, moi, c'est ça ma question. J'ai pris des sites officiels juste pour les définitions, puis un peu expliquer c'est quoi la géoingénierie. Déjà là, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Je veux dire, juste par définition, même sans application, c'est vraiment pas convaincant comme technologie. À part faire des effets néfastes qu'on ne sait pas à long terme ou à moyen terme, pour l'efficacité bénéfique, moi, ça ne me convainc pas du tout. Donc, c'est ça, ça dit, toutefois, un projet de production artificielle de pluie dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, semble avoir très bien réussi, d'après les résidents. En fait, ce projet a si bien réussi qu'on a mis sur pied l'opération Parapluie et que des mères de famille ont réclamé au gouvernement du Québec, par voie de pétition, des vitamines pour leurs enfants à cause du manque de soleil. En 1965, le ministre des Ressources naturelles du Québec, qui était René Lévesque à l'époque, ordonne de cesser toute activité de production artificielle de pluie dans la province. Cette production artificielle de pluie décline dans tout le Canada pendant les années 60 et 70, bien que certains projets aient continué sporadiquement à Terre-Neuve, en Ontario et en Alberta. Au milieu des années 70, des progrès révolutionnaires dans les techniques d'observation des nuages et de la précipitation de particules à partir d'aéronefs permettent au gouvernement fédéral d'effectuer une expérience d'une durée de 4 ans
sur l'ensemencement de nuages uniquement de type cumulus dans le nord-ouest de l'Ontario et dans les territoires du nord-ouest. Bon, vous pouvez finir l'article par vous-même, mais ça vous donne une bonne idée que même ici au Québec, on a été impacté. Puis si je ne me trompe pas, c'était 60 ou 80 000 femmes qui ont signé la pétition contre le gouvernement du Québec. C'est pour ça que René Lévesque n'avait pas eu le choix de faire un projet de loi pour interdire l'ensemencement de nuages au Québec parce que ça a été beaucoup trop signé pour être ignoré. Québec Science ici. Bon, je ne lirai pas l'article, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile de trouver des articles de journaux officiels, mainstream, là, des médias de masse qui parlent de géo-ingénierie. Vous voyez, géo-ingénierie polaire, une solution contre la montée des océans. Pour limiter l'élévation du niveau de la mer, des scientifiques appellent à intensifier la recherche sur la géo-ingénierie dans les régions polaires. Une exhortation qui crée un certain malaise dans la communauté scientifique. Moi, déjà, juste là, ma question, c'est si c'était si efficace et sécuritaire, pourquoi ça causerait un malaise dans la communauté scientifique? Moi, je pose la question juste comme ça. Donc, vous pouvez lire aussi cet article-là. Ça, c'est intéressant, je viens de découvrir. Ici, ça dit Action écologie, ça dit l'alternative à l'écologie politique, là, écrit en petit en haut. Pardon. Pour nous connaître, bon, ils disent c'est monsieur ici qui trouvait que qui est un ingénieur maître en gestion de l'environnement et docteur en sciences politiques. Il est par ailleurs chroniqueur pour le magazine Transition et Énergie et l'auteur du livre Une histoire naturelle de l'homme. L'écologie serait-elle une diversion? Aux éditions L'Artilleur, il a longtemps milité dans les associations de protection de l'environnement, dont la LPO, pour laquelle il a siégé pendant 15 ans au conseil d'administration. Aujourd'hui, il est en rupture avec le milieu de l'écologie qu'il considère inutilement catastrophiste et veut faire valoir une écologie rationnelle et respectueuse de notre art de vivre. Donc, je trouve ça assez intéressant. Justement, très, très, très intéressant comme article. Face à certains événements climatiques comme des sécheresses persistantes par endroits ou des épisodes de grêle, le contrôle de la météo, en particulier en influençant la pluie ou la grêle, suscite un intérêt croissant. En France, l'ensemencement des nuages pour lutter contre la grêle est une technique déjà bien établie. L'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques, ANELFA, utilise une méthode qui consiste à envoyer de l'iodure d'argent dans les nuages pour réduire la taille des grêlons, une technique qui permet de disperser les cristaux de glace sur plusieurs particules, rendant ainsi les grêlons plus petits sans augmenter la quantité d'eau dans le nuage. Pour ce faire, l'ANELFA utilise des générateurs terrestres à vortex qui propagent l'iodure d'argent depuis le sol en exploitant les courants ascendants. D'autres méthodes emploient des ballons ou des avions pour diffuser les particules. Bon, pour ceux et celles qui vont dire « Oh, il est plein de merde, il ne sait pas de quoi il parle, on n'utilise pas ces technologies-là. Oui, il existe, mais c'est pas couramment utilisé. » Bon, ben, j'ai trouvé ici. Bon, je ne sais pas si c'est France Info, mais vous allez voir, là, c'est un média très traditionnel en France. Je vais vous le mettre, comme ça vous pouvez l'écouter avec moi. Générateur d'iodure d'argent, un polluant toxique. S'unir pour combattre les caprices du ciel. Voilà la solution trouvée par ces viticulteurs. Ensemble, ils ont décidé d'installer un système collectif. 34 générateurs et des cheminées qui propulsent de l'iodure d'argent pour lutter contre les orages et la grêle. On allume avec un piezo, donc il y a une combustion qui se fait. Avec l'air comprimé, on monte tout ça à 1 km, 3 km d'altitude. Et après, en fait, ça crée une zone de nuages comme ça avec ces particules. Et quand l'orage arrive, il transporte ça et il le monte à 12 km d'altitude. L'air propulsé dans l'atmosphère forme une sorte de chape. Une chape qui protège les vignobles et qui permet d'éviter un orage sur 2 et de réduire la violence de ceux qui passent,
La taille des grêlons s'en trouve fortement réduite. On en a vu hier tomber de la taille d'une balle de golf comme des billes de jeu pour les enfants. Donc peut-être qu'on n'aurait eu que des balles de golf si notre secteur n'avait pas été protégé. De tout temps, les intempéries ont toujours été la bête noire des viticulteurs. En Beaujolais, au cours des 4 dernières campagnes, plus de 11 000 hectares de vignes ont été ravagés. Déjà en 1971, les vignerons utilisent des canons à iodure d'argent projetés et même des avions Pilatus pour lutter contre la grêle. Ils sont intéressés à cette défense grêle, car effectivement, 40 ans plus tard, les viticulteurs semblent toujours aussi vulnérables face aux aléas du temps. Ouais, et donc, dans la vidéo, on peut voir ici toxicité, écotoxicité, la ligne directrice de l'EPA pour la loi sur l'eau des États-Unis. Clean Water Act considère l'iodure d'argent comme une substance dangereuse, un polluant toxique et même comme polluant prioritaire. L'argent fait en outre partie des polluants dont l'augmentation dans l'environnement est jugée préoccupante, d'autant qu'il n'est pas biodégradable et que les nanoparticules d'argent sont les plus utilisées et diffusées dans l'environnement par l'industrie, le commerce et la médecine. Bon. Là, il y en a qui vont dire oui, Wikipédia, c'est pas fiable, tu peux pas te fier. Je suis d'accord, Wikipédia, c'est pas très bon, c'est pas très fiable, mais c'est vraiment pas fiable du tout. Mais je vais montrer des sites qui disent que plus fiable ou des articles plus fiables qui disent que l'iodure d'argent est toxique, puis d'autres qui disent que c'est complètement nocif. Mais moi, ce qui m'a fait rire dans cette vidéo-là, c'est juste ici, où est-ce que l'animatrice dit... Grêlons s'en trouve fortement réduite. Fortement réduite. Pour réduire la violence de ceux qui passent, la taille des grêlons s'en trouve fortement réduite. La taille des grêlons s'en trouve fortement réduite. Puis lui, il dit... On en a vu hier tomber de la taille d'une balle de golf comme des billes de jeu pour les enfants. Donc peut-être qu'on n'aurait eu que des balles de golf. Peut-être qu'on aurait eu que des balles de golf. Donc peut-être, on ne le sait pas. Mais la taille a été fortement réduite. Donc, c'est ça, je voulais juste mettre l'emphase un peu sur pas la contradiction, là, mais le manque de cohérence un tout petit peu. Je vais juste voir si j'ai pas eu des commentaires. Non, parfait, on retourne. Merveilleux, désolé pour le Inception, l'image dans l'image dans l'image. Donc ici, j'ai juste 3 brevets que je vais vous montrer rapidement. Là. C'est juste pour vous montrer aussi que si vous allez sur Google Patent, vous pouvez trouver des dispositifs liés à la géo-ingénierie. Et donc, vous avez la description ici là, de tout ce que l'objet fait. Celui-ci, c'est injection atmosphérique d'aérosols réflecteurs pour mitiger le réchauffement climatique. Et donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur le PDF et vous allez avoir toute l'étude scientifique qu'il y a eu, les recherches, puis toute l'explication, le background de l'invention, c'était quoi dans le but, c'est quoi les tests qu'ils ont fait, etc. Donc, vous pouvez, tu vois, ça, c'en est un. Souvent, ça commence par US parce que c'est un brevet américain. Il y en a un ici qui est un générateur de fumée. Donc, si on va voir, ouais, ça dit ici, l'invention décrit peut-être manufacturée et utilisée pour le gouvernement, pour les buts du gouvernement sans avoir de paiement ou de royauté, peu importe. Bon. Mais vous pouvez tout voir là, sur chaque brevet. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez en trouver des bons comme méthode de business de géo-ingénierie utilisée pour contrebalancer les crédits carbone. Donc, il y en a, ça c'est 3, mais il y en a là, comme une cinquantaine, même une centaine, ça a pu finir. Donc, vous pouvez là, vous amuser sur, je ne sais pas si...
Comment t'écris geoengineering? Je pense qu'il me manque un L. Ouais, non. Peut-être pas Canadian Enrichment Water. Non. OK, mais je vais vous en donner plus que ça. Donc, peut-être pas chercher comme ça. Je pense qu'il faut commencer à chercher avec US, puis là, on met un numéro comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a énormément de brevets qui existent. J'en ai juste démontré 3. Bon, cette vidéo-là, c'est l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui parle de son admiration envers la géo-ingénierie et que lui, dans le fond, ce qu'il aime le plus, c'est le SAI. Si je m'en vais voir ici. Injection d'aérosol stratosphérique. Je voulais juste voir la traduction française. C'est injection d'aérosol stratosphérique. Et donc, c'est pour couvrir le soleil. Lui, il dit que c'est comme vraiment là, sa méthode préférée de géo-ingénierie pour contrer les changements climatiques. Je vais juste vous montrer quelques parties, puis je vais vous faire pause puis traduire un... Often referred to collectively as geoengineering. Another example is the array of technologies. Ça, c'était au Conseil des relations étrangères des États-Unis, qui est dans la même catégorie que le Bilderberg, que le World Economic Forum, que le Club de Rome, tout ça. Often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat. Donc, il dit une méthode qui a particulièrement attiré mon attention, c'est l'injection d'aérosols stratosphériques, qui est une méthode utilisée pour injecter des aérosols dans la stratosphère pour refléter les rayons solaires. In much the same way that volcanic eruptions do. De la même façon que les éruptions volcaniques le font. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. Donc, il dit ça peut aider un peu, en partie pour contrer le réchauffement climatique à cause des rayons solaires et aider l'économie des pays. Ça leur donnerait plus de temps pour pouvoir se revirer et aller contre les énergies fossiles. Aller vers, dans le fond, l'énergie verte qui ne fonctionne absolument pas comme les éoliennes, hein, comme Trump a dit dans son discours à l'ONU. Il n'y a absolument rien qui fonctionne des éoliennes. Les voitures électriques, c'est complètement bidon. Puis les panneaux solaires aussi, pour la quantité que ça donne, ça coûte énormément plus cher, économiquement parlant, et niveau de ressources aussi, comparé à n'importe quel autre type d'énergie. The process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. Donc, il dit que c'est relativement pas très cher non plus à faire, parce que si on le fait de façon mondiale, un projet comme ça coûterait environ 10 milliards par année. Donc, juste ça. Ça coûterait 10 milliards par année là, juste pour couvrir la Terre entière d'un nuage pour refléter les rayons du soleil. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government. Donc, aussi promettant que ça peut paraître, ça va soulever des problèmes pour les gouvernements. And for the international community. Et pour la communauté internationale. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects. Donc, même si on fait ça, il va falloir quand même qu'on fasse de la géo-ingénierie
pour contrer l'augmentation de CO2 parce que le CO2 va continuer d'augmenter. Donc, le SAI, là, son injection stratosphérique ne sera pas assez. Such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and... Donc, d'un point de vue géopolitique, attendez, je vais juste reculer vraiment bien vous traduire parce que ça, c'est hallucinant ce qu'il dit. SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns... Donc, c'est ça, d'un point de vue géopolitique, la capacité de modifier, d'altérer la météo, dans le fond, de modifier le climat. Les patterns météorologiques, dans le fond, sa capacité à altérer les patterns, donc les cycles météorologiques, benefit certain regions of the world at the expense of other regions. Va bénéficier certaines régions du monde en dépit de certaines autres régions du monde. Qu'est-ce que tu veux dire en dépit? Ça veut dire qu'il y a des pays qui vont souffrir de ça pendant que d'autres vont en profiter. Pendant que tu vas couvrir la planète du soleil. Could trigger sharp opposition by some nations. Il dit que ça peut créer de la tension entre les pays. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. Donc, il dit que ça pourrait faire peur à certains pays et donc ça ferait en sorte qu'ils reculeraient de leur effort à combattre l'augmentation de CO2. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives. Puis il dit que comme toutes les autres technologies de géo-ingénierie, on manque de guides, on manque de réglementation pour pouvoir faire ça à grande échelle, de façon collective. Donc, on ne pourra pas faire ça pour l'instant. Qui est vraiment une bonne chose, là. Je veux dire, on a déjà dans le ciel, si vous remarquez, des fois, il y a des ciels gris. Moi, quand je suis jeune en plus, là, j'ai 29 ans, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais aucun ciel gris. Il y avait des nuages gris qui annonçaient la pluie une journée après ou le soir même, ou quelques minutes, quelques heures après, dépendamment du ciel gris. Mais c'était des nuages gris avec les feuilles qui commençaient à se retourner, à se protéger vers la pluie. Tu sentais l'humidité dans l'air. Là, on a un air sec, pas de nuages, c'est juste un gris uniforme. Ça, c'est pas normal. Ça, il n'y a rien de normal là-dedans. Là. C'est à moins qu'on vit dans un monde post-apocalyptique. Puis je le savais pas. Il aurait peut-être fallu me dire. Quoique la COVID, c'est un bon indicatif. Là. J'ai peut-être manqué le cue. Mais bon. Moi, j'ai jamais vu ça de mon enfance. Puis j'ai pas une très bonne mémoire en plus. Donc, c'est vraiment pour dire que ça prend pas beaucoup de générations comme j'ai un ami qui a 17 ans, puis lui, il a toujours vu ça, là, des lignes dans le ciel, puis des ciels gris, etc. Fait que pour lui, c'est comme normal, même s'il est assez éveillé, donc il sait que c'est pas normal. Mais tous ses amis, pour eux, c'est tout à fait normal. Fait qu'on est quand même rendu là. On est rendu à ce qu'une génération de jeunes entières pense que ça, c'est normal. Mais bon, on va continuer avec celui-là, c'est AFP, la pluie artificielle. Donc, Agence France-Presse, la pluie artificielle. La pluie artificielle n'est pas un concept nouveau. 1946, la première expérimentation de création de pluie artificielle a lieu à New York, aux États-Unis, pour lutter contre la sécheresse qui sévit à l'époque. On invente le procédé d'ensemencement des nuages. Cela consiste à relâcher des particules fines, aérosols ou poussières, dans les nuages situés entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. Deux techniques d'ensemencement. Un avion largue dans les nuages des fusées remplis de cristaux de chlorure de sodium ou d'iodure d'argent. Ces particules jouent le rôle de noyaux géants qui permettent la condensation de la vapeur d'eau contenue dans le nuage en eau liquide.
il faut de 15 à 30 minutes pour que la pluie tombe. L'autre technique, moins chère, consiste à envoyer depuis le sol des petites fusées contenant les particules. La Chine, championne de pluie artificielle, utilise son matériel militaire déjà positionné dans les zones arides pour envoyer ses fusées dans les nuages. Ce procédé de changement climatique artificiel est controversé. Son efficacité n'est pas scientifiquement prouvée, notamment dans les régions arides où la pluie s'évapore avant d'arriver sur le sol. Pas de preuve non plus de la toxicité de ces pluies chargées en iodure d'argent. Pas de preuve de la toxicité de ces pluies chargées d'iodure d'argent. D'accord. Ici, j'ai Radio-Canada prendre le contrôle de la météo. Donc, on va écouter celui-là aussi. Le mercure s'élève à 45 degrés Celsius. Les rivières se vident. L'été 2022 marque la pire sécheresse jamais enregistrée en Chine. Panique chez les agriculteurs. Devant l'urgence, le gouvernement chinois lance une opération insolite. Disperser des produits chimiques dans le ciel pour provoquer la pluie. C'est l'ensemencement des nuages. La technique n'est pas nouvelle. Elle a été développée en 1946. Elle a même été utilisée comme stratégie militaire pendant la guerre du Vietnam. L'armée américaine tentait d'inonder le terrain pour bloquer le passage aux troupes vietnamiennes. Aujourd'hui, cette pratique controversée gagne en popularité. Donc, juste mentionner, dans tout ce qu'on écoute, là, à chaque fois, ils disent que ça peut fonctionner, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais ils continuent de le faire quand même. Donc, ils continuent d'envoyer dans le ciel des produits chimiques. Il l'a dit, là, produits chimiques. Donc, des chemtrails. Hein? Ce n'est pas des contrails. Des contrails, c'est des traînées de condensation. Chemtrails, c'est des traînées de chemical, des traînées chimiques. Ils continuent d'envoyer des traînées chimiques dans le ciel. Mais on ne sait pas trop où ça marche. C'est quand même hallucinant, là. On se fait empoisonner. On se fait empoisonner. Puis on ne sait même pas si ça fonctionne tant que ça, vraiment, là. T'sais? Mais ce qui me fait capoter aussi, c'est que la cabale ou l'élite ou mondiale, ou peu importe comment qu'on les appelle, ils s'empoisonnent eux aussi. OK, je vais juste prendre 30 secondes. D'un point de vue logique, tu as une élite mondiale, une autoproclamée élite, là, c'est pas des élites, on s'entend. Une autoproclamée élite mondiale veut contrôler la population, veut empoisonner le peuple, tout ça, parce que c'est plus facile de contrôler une population malade qu'une population en santé. Puis on le voit aussi avec Big Pharma, etc. Mais si tu pollues l'eau, ils peuvent avoir des filtres, des bons filtres, tout ça pour boire de l'eau pure. S'ils polluent notre nourriture, ils peuvent avoir des terres fertiles, pas de polluants, pas de pesticides, ou est-ce qu'ils cultivent leur nourriture là. Exemple, je ne dis pas qu'ils ont ça. Ils pourraient. Mais l'air, ils ne se promènent pas avec des filtres dans le nez. Ils respirent la même air que les itinérants dans la rue, là. Que monsieur, madame, tout le monde, que le plus riche respire la même air que le plus pauvre. Donc, ils s'empoisonnent eux-mêmes. C'est ça qu'on est en train de réaliser, là, comme c'est juste hallucinant. Comme l'ignorance de ces gens-là, c'est... En tout cas. Puis, je dis ça, mais moi aussi, il y a comme 5 ans, je regardais le ciel, je voyais les traînées en arrière des avions, je me dis « Oh, c'est normal ». Je peux pas me fâcher contre les gens qui voient pas ça encore. C'est pour ça que j'essaie de faire un épisode où est-ce que
j'essaie de montrer des bons articles parce que je trouve ça important comme sujet. On se fait empoisonner. Ça serait vraiment important d'en parler. Parce que, je veux dire, juste le fait de se faire empoisonner, c'est assez important pour en parler. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on serait capable, si on change la mentalité collective, si on change la perception collective des gens à réaliser qu'on se fait empoisonner, on peut faire quelque chose pour ça. On peut avoir une pétition assez solide. Peut-être les pétitions ne changeront pas grand-chose, mais si on se lève, si on décide d'arrêter, de se lever debout puis de tout arrêter comme ils ont fait en France, bon, malheureusement, je n'ai pas suivi là, la grande pause qu'ils ont pris une journée. Apparemment, les Antifas, ils ont rentré là-dedans aussi, puis c'était hallucinant comment le bordel a pogné. Mais je ne sais pas quelle solution on pourrait prendre, mais déjà, moi, ce que j'offre comme solution, c'est des articles qui sont relativement, je veux dire, à date, ce que j'ai montré, il n'y a rien de complotiste. J'ai rien montré d'un site là, bidon qu'un universitaire dirait « Ouais, mais ça, c'est pas crédible. » Je veux dire, c'est des sites de masse, c'est des sites mainstream que les professeurs d'université peuvent utiliser. Bon, j'ai pas été à l'université, fait que vous me direz si je me trompe, mais me semble, pour l'instant, je veux dire, tout ce que j'ai montré, c'était officiel, c'était vrai, c'était dans le narratif. Donc, je vois pas, tu sais, comme, c'est ça que j'essaie d'offrir comme solution. Bon, on continue. Je vais arrêter de parler. Pour l'instant, on va continuer. Les changements climatiques y sont pour quelque chose. Mais comment parvient-on à modifier la météo? Dans les nuages, on retrouve de minuscules gouttelettes d'eau froide en suspension. Trop légères pour tomber, ces gouttelettes doivent fusionner entre elles pour qu'elles génèrent de la pluie. Et c'est là qu'on peut intervenir. En injectant un produit dans les nuages, le plus souvent de l'iodure d'argent. Sa structure cristalline, qui ressemble à de la glace, attire les fines gouttelettes d'eau. Celles-ci fusionnent autour et gèlent, ce qui forme des cristaux de glace assez lourds pour tomber. Dans leur chute, ils fondent. La pluie est de retour. Mais pour que l'opération fonctionne, il faut déjà qu'il y ait des nuages. Ce n'est pas tout. L'iodure d'argent contenu dans les gouttes de pluie se répand dans l'environnement. Et l'argent est toxique pour les espèces aquatiques et les micro-organismes. Contenu dans les gouttes de pluie se répand dans l'environnement. Et l'argent est toxique pour les espèces aquatiques et les micro-organismes. Même si les quantités sont très faibles dans chaque ensemencement, leur usage répété sur la même région inquiète les scientifiques. Ce que j'ai lu aussi, je ne sais pas si j'ai l'article, mais ça dit que l'iodure d'argent, donc l'argent en général, je pense que je l'ai, c'est vers la fin, est toxique majoritairement pour les espèces à sang froid comme les poissons, puis les crustacés, si je ne me trompe pas. Pas les mammifères. Mais, je veux dire, on mange quand même des poissons en tant qu'humain. Si le poisson tombe malade, le poisson développe des maladies qui ne se détectent pas nécessairement, on mange le poisson. Manger une viande malade, déjà en partant, ce n'est pas très bon pour notre santé à nous. Donc, voyez un peu comment que ça peut être assez touché. Vous voyez, comme j'ai même pas écouté celui-là, mais je vais juste le mettre là, pour le fun. Espagne, région de Soria, à 200 km au nord de Madrid. Ici, depuis une quinzaine d'années, la pluie est portée disparue. Je ne l'ai pas écouté celui-là, donc je l'écoute en exclusivité avec vous. Premier touché par ce phénomène climatique, les agriculteurs qui ne reconnaissent plus leurs terres. La terre est très sèche et on est début mars. D'habitude, elle est très humide à cette époque. Regarde, elle est très sèche. Bien sûr, il n'y a plus d'eau ici. Pas une goutte de pluie n'a touché terre à Soria depuis plusieurs années.
alors que de l'autre côté de la montagne, en Aragon, l'eau coule et est consommée sans modération. C'est même la région la plus orageuse d'Espagne. Problème, ces orages s'accompagnent généralement de grêles. Et chaque printemps est un désastre, pas seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la population. En Aragon, la lutte anti-grêle est développée et financée par la région. Et cette lutte, cette bataille contre le ciel est menée par un ensemble de petites communes, à peu près 150 municipalités. Face aux centaines de milliers d'euros de dégâts causés par la grêle, les paysans utilisent depuis quelques années une méthode radicale et connue de tous, l'ensemencement de nuages, qui consiste à diffuser du iodure d'argent dans l'atmosphère pour déclencher la pluie de manière artificielle. Les générateurs ont donc été installés dans les endroits les plus touchés par la grêle et sont contrôlés par la préfecture. Dès qu'il y a une menace. Oui, donc c'est... Si vous commencez, il y en a un autre, là, pourquoi les avions déversent-ils du sel sur les nuages? Je veux dire, quand vous commencez à faire des recherches là-dessus, votre algorithme YouTube ou Facebook là, va juste commencer à vous en garrocher, ça va être hallucinant. Il y a tout juste un an, la grêle avait causé de... voyez, encore, France 3, contre la grêle, les viticulteurs s'équipent de générateurs à iodure d'argent. Bon, je ne le mettrai pas parce que là, ça commence à faire beaucoup du même sujet. Aux Émirats Arabes Unis, l'un des pays 4 jours de fortes pluies par ensemencement de nuages. Les plus arides au monde, ces chercheurs se sont fixés un défi ambitieux. Faire tomber la pluie sur commande. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national... Vous voyez, ça, là, je me souviens, j'avais vu des photos comme ça sur Facebook à un moment donné. Je pense que c'était en 2022. J'ai partagé l'image de ces avions-là, puis Facebook a banni l'image en disant que c'était de la désinformation. Parce que c'était impossible qu'il y avait des avions comme ça, avec des tubes, puis tous mes amis ont ri de moi. En me disant, tu crois pas qu'il y a des avions avec des tubes en arrière là, qui lancent des produits chimiques, là, voyons donc. Ben là, c'est pas moi qui le dis. Là. De météorologie et de sismologie ensemence les nuages avec du sel, à l'aide de fusées placées sur chaque appareil. Au moindre nuage propice, les équipes sont prêtes à... Je vais être intellectuellement honnête. Si c'était juste du sel, j'aurais pas de problème avec ça. Si c'était juste du sel ou de l'eau, je sais pas moi, même de la glace sèche à la limite, ou du dioxyde de carbone à l'état solide qui lançait. C'est toujours plus naturel. Mais de l'iodure d'argent, de l'aluminium, il y en a, il y a des endroits où ils lancent du soufre. Je vais vous montrer ça à la fin. Du soufre dans le ciel. C'est là où j'ai un problème avec Puis en plus, sur les effets climatiques qu'on a. Mais si c'était juste du sel, je ne serais pas ici en train de vous faire un épisode là-dessus ce soir parce que, je veux dire, du sel, comme oui, OK, on peut faire des tests, mais ça serait quoi l'aspect santé néfaste de lancer du sel dans le ciel? Bon, à la limite, peut-être qu'on aurait une overdose de sel, il faudrait en consommer moins dans notre nourriture. Je ne sais pas trop, mais à la limite, ça ne serait pas chimique. Celui-là ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il s'est tenu cet été au Conseil, mais ça, il dit cet été, là, mais c'était il y a 8 ans, au Conseil californien du mont Shasta. Il y a 8 ans, ça a été posté sur YouTube, donc ça fait peut-être plus longtemps que ça encore, 2014. Une série de joutes verbales et procédurières à propos des programmes de gestion des radiations solaires et de la géo-ingénierie. Ce mouvement qui est pris au sérieux là-bas est poussé par la volonté de Dan Winnington. Désolé si j'ai fucké ton nom. Sont issus de ces échanges des kilomètres de bandes audio et vidéo, mais voici un sortilège des interventions qui ont pris place à ce conseil. Donc, je vous montrerai for 2 miles. That's how crazy it is to think control that little cloud is a cold day and exhale. Celui-là, le premier est intéressant. Je vais vous montrer un autre qui parle. Je vais en montrer 3 en fait, mais comme je ne passerai pas le 15 minutes, là,
Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale, you create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles, that's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. Donc là, on a un pilote, un ancien pilote d'airline commerciale qui dit que c'est pas normal parce que la traînée de condensation naturelle en arrière d'un avion devrait durer au maximum 1 minute. Donc, je veux dire, la condensation qu'on voit en arrière d'une traînée d'avion. Puis, vous le voyez aussi. Quand vous regardez des fois des avions, il y a des fois des traînées en arrière d'un avion qui disparaît à mesure que l'avion avance. Mais il y a une traînée de, je ne sais pas moi, 300 mètres en arrière de l'avion. C'est dur de calculer c'est long comment parce qu'il y a tellement haute, là, mais exemple, 100 à 300 mètres en arrière de l'avion, tu as une traînée. Puis à mesure que l'avion avance, là, la traînée disparaît. Mais t'en as que l'avion avance, puis la traînée, elle reste là, puis elle fait juste s'élargir, puis s'élargir, puis s'élargir. Puis tu sors de chez toi 3 heures après, puis c'est juste un voile blanc. Ça c'est pas de la condensation. C'est pas de la vapeur d'eau, là. C'est pas de la vapeur d'eau qui s'étire comme de la soie dans le ciel pour couvrir le ciel blanc, là. Il y a quelque chose d'autre que de la condensation. Je veux dire, je ne suis pas un expert en sciences ou en chimie, mais je pense que j'ai assez d'un secondaire pour comprendre que c'est pas de la condensation qui fait ça. Normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony. Okay, these previous guys, I watched exactly what they do, and yes, they are correct. I've seen exactly the same stuff, so ditto marks on those. You want some figures? Okay, latest water test, tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be 0. So 13,100 is pretty damn much, folks. It used to be 0, then it was 100s in the 2000s, and then since 2010, it's into the 1,000s and the latest 13,100. In the snow on Mount Shasta, pristine Mount Shasta, 61,000 micrograms per liter, 4 times the amount that is found in the soil up there. Where in the hell is this stuff coming from if it's not coming from the soil? Donc, vraiment, vraiment, vraiment intéressant, là. C'est vraiment un raccourci de tous les témoignages qui ont été faits. Très intéressant comme vidéo. Donc, encore une fois, je vais vous le partager dans les commentaires sur la page YouTube. Je suis déjà numéro 14. Je parle beaucoup, j'ai une grande gueule. OK. Je vais juste voir les commentaires. C'est reparti. OK. Donc, là, on va aller à ARP réagir. C'était juste pour montrer que, vous voyez, vous pouvez les enjeux et méthodes de la géo-ingénierie de l'environnement. La géo-ingénierie au service de l'environnement, un aide à l'environnement. La géo-ingénierie aide à la protection de l'environnement. C'est un néologisme qui recouvre des dispositifs technologiques visant à réduire le réchauffement global de la planète. Bon, un procédé révolutionnaire. C'est révolutionnaire, guys.
Mettre la science en profit de l'environnement est une procédure et une découverte qui peut aider dans la protection de l'environnement. Donc, lancer des produits chimiques dans le ciel et que ça tombe dans notre eau et qu'on ait une quantité ahurissante d'aluminium dans des terres qui sont vierges à l'activité humaine, c'est mettre la science en profit de l'environnement et c'est pour la protection vous voyez? Donc le narratif officiel est de la chenoute, c'est de la merde. C'est encore une fois la même chose que les injections COVID. C'est encore, je ne veux pas rentrer dans les injections COVID parce que là, je parle de la géo-ingénierie, mais c'est encore, vous voyez, un narratif bidon qui fait aucun sens, qui se contradit lui-même. La géo-ingénierie n'est pas une solution miracle au changement climatique. Bon, peut-être Info-Canada sont intelligents, on va voir. Contrôler le climat pour réduire l'impact des changements climatiques. Si certains craignent que la géo-ingénierie entraîne des réactions imprévues, d'autres croient plutôt que cette technique pourrait ne rien changer au cours des choses. La géo-ingénierie est une méthode de contrôle du climat qui peut prendre plusieurs formes. Ces dernières années, la technologie dont on parle le plus consiste à faire diminuer la température de la Terre en épandant dans l'atmosphère des produits capables de réfléchir une partie du rayon solaire. Ça, c'est ce que Brennan, l'ancien directeur de la CIA, parlait. Comment il appelait ça? Là? Son SAI. Toutefois, plusieurs craignent qu'au lieu d'être une solution de dernier recours, cette approche n'aggrave plutôt la situation en déclenchant une réaction dont on ne connaît pas toutes les conséquences. Radio-Canada, bravo! Ça, c'est en quelle année? Tu vas faire un bout. 2018. Pas pire. Pour ce faire, l'équipe a étudié l'effet de certains volcans car ce sont eux qui ont inspiré cet aspect de la géo-ingénierie. Quand un volcan entre en éruption, il libère des millions de bombes. Vous pouvez lire l'article, mais c'est juste pour vous montrer que au moins, on va aller voir la fin. Les derniers paragraphes, c'est toujours les plus importants dans chaque article de Radio-Canada. À première vue, la baisse de lumière due aux émissions de soufre ne nuit pas aux plantes. D'autres études ont déjà montré que l'éruption du mont Pinatubo, par exemple, a été suivie d'une plus grande croissance des forêts à travers le monde et a augmenté la photosynthèse. Par contre, les données de la nouvelle étude montrent que l'inverse se produit en agriculture. Intéressant. Dans l'année qui a suivi l'éruption, la baisse de lumière a entraîné une chute de la production du maïs de 9%, tandis que celle du soya, du blé ou du riz ont baissé de 5%. En se servant de ces résultats, les chercheurs ont calculé que la géo-ingénierie n'aiderait pas l'agriculture à affronter les changements climatiques. Bien qu'elles aideraient les plantes en réduisant la chaleur, la baisse de la baisse de luminosité diminuerait leur production de fruits. Cela se solderait ainsi par un impact nul. D'accord? Pour les experts, c'était donc la baisse de luminosité diminuerait leur production. OK, donc on n'aura presque plus de fruits. C'est pas grave parce qu'on va avoir des légumes. Pour les experts, cette étude ne veut toutefois pas dire que la géo-ingénierie ne sert à rien, seulement qu'il faut comprendre toutes les conséquences de nos actions avant de jouer à l'apprenti sorcier. Quand même pas mauvais. Pour vrai, bravo pour celle-là, Radio-Canada. Bravo. C'est au moins, je trouve ça honnête. Bon, OK, c'est quand même Radio-Canada, mais je trouve ça quand même plus honnête, plus neutre que les autres articles qu'on a lus aujourd'hui. Ici, on voit, ça c'était aux Jeux olympiques de 2008. La Chine planifiait d'arrêter la pluie parce que la grosse journée des Olympiques en Chine, il annonçait de la pluie. Puis le gouvernement de Beijing a décidé de faire l'ensemencement de nuages pour arrêter la pluie ou la retarder ou je pense la faire activer plus tôt
ça a fonctionné. Et donc, ça, c'est ça. Les Chinois sont les leaders, sont parmi les leaders mondiaux dans la modification du climat. Mais ils ont plus d'expérience dans la création de la pluie que de la prévenir. Et donc, c'est ça, ils ont créé la pluie pour qu'il pleut avant les Jeux olympiques. Et donc, ils ont pu avoir des beaux Jeux olympiques avec un beau soleil. N'est-ce pas magnifique? Bon, ça c'est Radio-Canada qui en parle. La même chose. La Chine veut créer de la pluie artificielle pour garder Beijing. Si vous allez ici sur le site de Weather Modification Incorporated, c'est un site très officiel de modification du climat. Ils ont leur headquarter aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Là, je l'ai ici. Là. Donne-moi 30 secondes. Je vais le chercher. Ah, je pense que c'est lui. Ouais, c'est ça. Si vous regardez aux États-Unis, donc c'est au Dakota du Nord. On a ici Weather Modification Incorporated. Et donc, on a le même site ici, Weather Modification Incorporated. On peut aller voir, Aerial Cloud Seeding. Bon, malheureusement, je pense, pour le traduire, il faudrait copier-coller, là, puis aller le traduire soit sur ChatGPT ou Google Translate. Mais vous pouvez voir là, tous les radars, tout ce qui est les services de programme pour les modifications de climat, les avions qu'ils utilisent. Donc, amusez-vous, il y a même des carrières. Amusez-vous, vous pouvez aller voir sur ce site-là, très intéressant l'information. Ici, on a, Québec scientifique en chef. Québec, ensemencer les nuages pour éteindre les feux de forêt, pas vraiment. Ça aussi, c'était très intéressant parce que ça dit, parmi ceux qui croient que les feux de forêt de l'été dernier seraient planifiés, ce qui a été pas mal prouvé, là, je dirais, que c'était à 85% de la main de l'homme. Donc, c'était pas réchauffement climatique ou l'augmentation de chaleur planétaire. Là, c'était vraiment causé par la main de l'homme à 84-86%. Mais bon, une théorie étrange circule. Grâce à l'ensemencement de nuages, on serait capable de produire artificiellement de la pluie et donc de mettre fin aux feux de forêt à volonté. Est-ce plausible, a demandé lectrice Annick au détecteur de rumeurs? Les détecteurs de rumeurs. Comme le rappelle l'Encyclopédie canadienne, l'idée d'ensemencer des nuages pour produire de la pluie, d'abord développée en 1946 par deux chercheurs américains, Vincent Schaeffer et Bernard von Gott, a fait l'objet d'expériences au Canada à partir de 1948. Au point où, au Québec, en 1965, des résidents du Lac-Saint-Jean, ils parlent encore de ça, c'est ça, 60 000 signatures est remise au ministre des Ressources naturelles à l'époque, René Lévesque, qui ordonne l'interdiction de ces expériences. Celle-ci, bien réelle, était pourtant loin d'avoir été probante. Lorsqu'on comparait les moyennes de précipitations dans les régions aux nuages ensemencés avec les périodes où on n'avait pas mené de telles expériences, on remarquait tantôt de légères augmentations de pluie, tantôt de légères diminutions. Donc, il explique comment ça marche, est-ce efficace? Mais même une fois qu'on a identifié le système nuageux plus propice à l'ensemencement que d'autres, on reste avec une question fondamentale, est-ce que ça marche? Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains ont mesuré l'effet d'ensemencement d'un système de nuages orographiques avec des particules d'iodure d'argent. Leurs observations ont montré que des cristaux de glace se formaient bel et bien à la suite de l'ensemencement et que cette formation de cristaux évoluait ensuite jusqu'à des précipitations de neige.
Le chercheur coréen rappelait toutefois en 2023 qu'il demeure difficile d'évaluer l'effet. Bon, fait suffisant pour éteindre un feu. Moi, je dirais que techniquement, non, parce que même si on éteint le feu de forêt, est-ce qu'on veut vraiment lancer de l'iodure d'argent, de l'aluminium partout sur des territoires vierges de l'homme, des territoires sacrés de la forêt qu'on veut protéger, puis pour éteindre les feux, on s'en va lancer des produits chimiques? Personnellement, je pense que, bon, je ne suis pas géologue ou je ne suis pas expert en foresterie ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on serait quand même mieux de laisser la nature, même si c'est un feu qui a été créé par la main de l'homme, de laisser la nature se renouveler puis prospérer par elle-même parce qu'on a des... Il y a des champignons qui poussent une fois qu'il y a eu des feux de forêt. Bon, ils ne poussent peut-être pas partout. Mais bon, c'est juste pour mentionner que cet article-là est intéressant. Donc, pour ceux qui veulent un peu avoir une opinion plus neutre sur le sujet, je crois que j'ai pas mal tout trouvé des trucs neutres. Justement, ça, c'était sur la loi de la provocation artificielle de la pluie de René Lévesque. Bon, vous pouvez aller voir là, sur les Légistes du Québec, les sources officielles. Bon, c'était quoi le projet de loi? Oui, Organisation météorologique mondiale. Et donc, l'ensemencement pour infléchir les changements météorologiques à l'échelle planétaire. Donc, ça dit ici des programmes de modification artificielle du temps, notamment pour disperser le brouillard, déclencher la pluie et les chutes de neige et supprimer la grêle sont en cours dans plus de 40 pays de la planète. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait comme effet secondaire. On ne sait pas vraiment la toxicité que ça cause, même si l'iodure d'argent, puis l'aluminium, puis tout ça, puis le soufre, on sait que c'est toxique pour certaines espèces vivantes. On ne sait pas si ça fonctionne. Des fois, ça peut fonctionner, des fois non, mais on continue de le faire depuis les années 40 dans plus de 40 pays. C'est quand même hallucinant comme pensée. Là. Depuis qu'on a découvert à la fin des années, c'est ça, bon, 40, que les iodures d'argent, bon, je ne veux pas répéter parce que là, à un moment donné, ça devient redondant, mais très intéressant comme article aussi. Je dirais que c'est assez neutre, celui-là aussi. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant à lire. Donc, ça, j'avais trouvé ça ici. C'est sur atctoxicologie.fr. Et donc, ça met fiche résumée écotoxico-chimique FRTEC numéro 15. On parle ici de l'iodure d'argent. On peut le voir en haut. Et donc, ça marque synthèse par action de nitrate d'argent sur l'iodure de potassium. Usage, bon, c'est un agent de nucléation des gouttelettes d'eau pour produire artificiellement de la pluie et éviter la grêle. Toxicité. Par comparaison avec les autres composés de l'argent insoluble dans l'eau, l'iodure d'argent semble très peu toxique pour les animaux à sang chaud. Par contre, la toxicité pour les animaux à sang froid, batraciens, poissons, ne doit pas être négligée, même en l'absence actuelle de données. Donc, on a même une absence actuelle de données. Mais on en shoot partout dans le ciel pour ensemencer ces nuages. Toxicité à long terme. Le contact cutané prolongé avec les cristaux d'iodure d'argent est susceptible d'entraîner un dépôt gris-bleu dans les tissus épithéliaux. Possibilité de coloration de la peau, des muqueuses et des yeux. Test d'âme négatif. Absence de données en cancérogénicité et en réprotoxicité. Donc, on a une absence de données là-dessus. Donc, on ne peut même pas dire que, ouais, genre, c'est toxique, mais bon, au moins, ça ne cause pas le cancer, puis au moins, ça ne rend pas infertile, puis au moins, ça, je sais pas, moi, ça l'empêche pas, c'est pas une neurotoxine, puis on le sait juste pas. On le sait juste pas. Il n'y a aucune donnée
pour savoir si l'iodure d'argent qu'on lance dans les nuages est toxique de façon genre cancérigène ou que ça rend fertile ou infertile, pardon. On le sait juste pas. Ici, bon, on a Anelpha, où est-ce que j'avais mentionné, c'était où, là? Non, c'était pas ici. C'est où j'avais mentionné Anelpha? Je pense que c'était là. Oui, c'est ça. Donc, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. Bon, ben, bon, j'ai skippé un truc. Bon, ben, eux, ils mentionnent l'association, bon, Weather Modification Association, qu'on est allé voir ici. Bon, c'est Incorporated, donc c'est peut-être pas le même site. OK? Donc, c'est à faire attention pour pas passer pour des fous. C'est pas la même chose. En fait, ça, c'est une association, l'autre, c'est une compagnie. Donc, pardon pour me retomber. Elle va parfois interroger sur les effets sur l'environnement liés à l'utilisation d'aérosols sous forme d'iodure d'argent ou de complexes d'iodure d'argent, chlorure d'argent. L'iodure d'argent étant le principal composant des agents de glaciation utilisés en modification du temps. Cette déclaration se rapportera donc à lui. Les publications scientifiques montrent clairement qu'aucun effet nocif sur l'environnement lié à l'utilisation d'aérosols à base d'iodure d'argent pour ensemencer des nuages n'a été observé, ni envisagé d'être observé. En se basant sur ces travaux, le Weather Modification Association juge que l'iodure d'argent n'est pas dangereux lorsqu'il est utilisé dans des conditions actuelles d'ensemencement de nuages. Mais comment tu peux affirmer qu'il n'est pas dangereux de l'utiliser dans les conditions actuelles quand tu n'as même pas envisagé d'observer les effets néfastes? C'est juste comme... C'est parce que ceux qui signent ça, ils s'empoisonnent aussi. C'est ça qui me... Tu sais, c'est qu'eux autres aussi s'empoisonnent, puis ouais, soit ils ne savent pas, soit ils ne veulent pas le savoir, ou soit ben ils s'en foutent, parce que c'est pas tant important pour eux autres. Bon, ça commence à être très très tard, fait que je ne rentrerai pas dans HAARP, mais HAARP, on va en parler dans d'autres épisodes, parce que c'est vraiment, vraiment un des piliers des radiofréquences puis de la modification du climat de façon excessivement néfaste. Donc, je veux juste mentionner ça parce qu'on va en parler dans d'autres épisodes, mais je voulais juste vous montrer que vous pouvez aller voir sur University of Alaska Fairbanks, puis ils vont parler de HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Bon, il y a aussi beaucoup de documentation sur HAARP que vous pouvez aller voir en français. Ça va tout vous dire c'est quoi le projet, c'est parti d'où, qu'est-ce qu'ils veulent faire, tout ça. Bon, théorie du complot américain. Ouais, ça c'était pour montrer aussi les effets de la santé sur l'exposition comme temporaire des nanoparticules d'argent. Donc, je ne l'ai pas lu encore, fait que je veux pas rien vous dire là-dessus. Mais ça serait peut-être intéressant si ça vous tente d'aller voir. Tu sais, CDC, très fiable comme source. Je suis sûr qu'il y a de l'information importante là-dessus. Ils ont plusieurs aussi articles sur l'iodure d'argent et sur les silver nanomaterials. C'est pas la même chose, les nanoparticules d'argent. Par contre, les particules d'argent qu'on lance dans les nuages, il faut que ça soit assez petit pour absorber, attirer les gouttelettes d'eau. Donc, c'est assez petit pour qu'on puisse en respirer ou en avoir à l'intérieur de la peau.
Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de lire sur les nanoparticules d'argent. OK. Après ça c'était quoi? Ça, c'est mon live. OK. Non, c'est pas ça. Parfait. Donc, on va finir là-dessus. Je m'auto-écoute en train de faire un direct. On va finir là-dessus. Rapidement, le 7 mars 2023, géo-ingénierie solaire, une deuxième expérience relevée par la presse. C'est juste pour vous montrer à quel point on fait rire de nous, puis on regarde ça, puis je m'inclus là-dedans. On regarde ça, puis on réagit même pas, on fait rien. C'est pour ça que j'ai décidé d'agir aujourd'hui, puis d'en parler publiquement, puis de partager une émission complète là-dessus, parce que je trouve que faut en parler. On se fait empoisonner, calvaire. Excusez, je me suis laissé emporter. Quelle est la nature de l'expérience qui s'est tenue au Royaume-Uni? Il s'agit d'une expérience de géo-ingénierie solaire, également appelée gestion du rayonnement solaire. Ce domaine de recherche est fondé sur l'idée selon laquelle nous pourrions atténuer le réchauffement planétaire, ce indépendamment de toute réduction des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, en augmentant la proportion de lumière solaire réfléchie dans l'espace. La technique la plus étudiée est la pulvérisation de dioxyde de soufre. Pourquoi qu'on lance du soufre dans le ciel, dans la stratosphère? Une technique qui cherche à imiter l'effet de refroidissement qui suit les grandes éruptions volcaniques. Je pense qu'il y en a assez déjà avec les volcans. On n'est pas obligé d'en rajouter dans le ciel. T'sais. Cependant, cette technique est extrêmement controversée en point de vue des potentiels effets indésirables qu'elle pourrait entraîner, notamment sur les régimes de précipitation. L'expérience, donc, on va faire ça. Ça va empêcher les précipitations. Puis là, on va faire l'ensemencement de nuages pour amener les précipitations, ou ça va créer des précipitations, puis on va faire l'ensemencement de nuages pour réduire les précipitations. Parce que, tu sais, dans le fond, on s'aide. On a de la technologie ensemble qu'on fait pour s'entraider. T'sais. L'expérience en question a été menée en septembre au Royaume-Uni par le chercheur Andrew Lockley, en collaboration avec la Société European Astrotech. Lors de cette expérience, un ballon nommé Satan Stratospheric Aerosol Transportation and Nucleation a été lancé à haute altitude et a libéré plusieurs centaines de grammes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Mais pas de microgrammes, là, de grammes. Plusieurs centaines de grammes dans l'atmosphère. Le but étant avant tout d'évaluer et de tester le matériel. Ben oui, il faut le tester. Tu ne peux pas tester ton ballon avec du sel ou, ou avec de la glace sèche. Non, il faut que tu le testes avec du soufre. T'sais. En vue d'un éventuel déploiement futur d'une opération de géo-ingénierie solaire à grande échelle. Donc ça, c'est si on se remémore la définition de géo-ingénierie, ça veut dire que c'est mondial. Donc, lancer du soufre dans la stratosphère à l'échelle mondiale. C'est ça que ça veut dire. Des opérations de géo-ingénierie solaire ont en effet été menées dans ces derniers mois par l'entreprise Make Sunset. Make Sunset, c'est ironique en plus. Bon. Sur ce, on va retourner, on va s'enlever de Satan. C'est du grand Bill Gates. Ouais, c'est ça, du grand Bill Gates. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la géo-ingénierie, c'est bénéfique? J'avais monté mon écran, je disais mal. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait laisser aller sans regarder parce qu'on se dit, ben, ils savent ce qu'ils font. Fait que, de toute façon, il ne doit pas être si toxique que ça. Là, je serais déjà malade, mais on a tous du mucus dans la gorge, on a tous les yeux qui piquent, on a tous des allergies qu'on n'avait pas avant. Puis, mais ça,
pas grave. Ça. Puis la faune et la flore est en train de s'intoxiquer. Puis, est-ce que c'est ça que vous pensez? Puis je ne pas de personne en ce moment parce que moi, j'étais dans l'autre camp, comme en tout cas, tout le monde qui me suit le sait. J'étais exactement dans le narratif officiel. Je voyais les traîner en arrière des avions. Je trouvais ça normal. Puis j'étais pas du tout dans la perspective que j'ai en ce moment. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches sur la géo-ingénierie, c'est là où j'ai commencé à me dire « Wow, t'as peu. C'est pas normal, c'est pas correct, il n'y a rien de bénéfique. » Parce que même si on se dit « Bon, OK, on s'intoxique un peu, mais on amène de l'eau, je sais pas moi, en Afrique, dans des places hyper asséchées, où est-ce que on se dit, bon, ben, au moins, on amène de l'eau potable, même s'il y a de l'iodure d'argent. Bon, à long terme, tes organes peuvent venir bleus à force d'en consommer. Mais il y a de l'eau. Mais, tu sais, mettons qu'ils ne boivent pas l'eau parce qu'ils la filtrent et qu'ils enlèvent l'iodure d'argent avant de la boire. Ça s'en va dans la terre. Bon, peut-être ça s'en va dans les légumes, mais au moins, ils sont capables de pousser des légumes ou des fruits qu'ils ne pouvaient pas avant. Donc, au moins, il y a un bénéfice assez large quand même versus le risque. Mais là, on a des risques, qu'on sait qu'il y a des risques, on ne sait pas tous les risques en plus, mais on sait qu'on lance du chimique qui a un impact néfaste sur l'environnement, mais on n'est pas trop sûr de son efficacité. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais faire plusieurs épisodes là-dessus. Je pensais que celle-là, c'était vraiment l'introduction, aller rapidement sur plusieurs domaines de géo-ingénierie. Je pensais éventuellement en faire une sur l'ensemencement de nuages, puis on focus là-dessus. Donc, on montre tous les produits chimiques que les pays utilisent, quel pays l'utilise à quelle fréquence. Puis, parce qu'il y a... J'ai oublié de vous montrer. Donne-moi 30 secondes. Ah, c'est ici, je pense. Ici. Release Weather Modification. OK? Annual Report of Alberta Severe Weather Management Society Health Suppression Effort. OK? Donc, c'est le rapport annuel de la management, là, c'est comme la gestion de la météo sévère et de sa suppression, ses efforts pour sa suppression. Bon, j'ai extrêmement mal traduit ça, excusez-moi. Mais vous pouvez voir ici, bon, des opérations. Pourquoi ça dit extracting text? En tout cas, vous pouvez voir les opérations sommaires. Puis ici, vous pouvez voir toutes les dates avec quand l'avion est parti, pendant combien de temps qu'elle a lancé un produit chimique, à quelle heure elle atterrit. Puis c'est tout au Canada. Là. C'est Reuters, le journal, qui a demandé un accès à l'information. Donc, le FOIA, le Freedom of Information Act, a demandé l'accès à l'information. Le gouvernement du Canada a donné l'information. Et quelle organisation le gouvernement du Canada utilise? Weather Modification International. Donc, le site a l'air bidon. Le site, il est où? Il est où le site? Là? Lui, là. Ça a l'air d'un site bidon. Il est mal fait. En tout cas, mon père, il est graphiste, il aurait fait mieux que ça. Mais le Canada utilise ça. Le Canada utilise cette compagnie-là pour lancer des produits dans notre ciel. Des fois, c'est juste pour surveiller aussi les tempêtes qui s'en viennent. C'est pas juste pour lancer des produits chimiques. Mais bon,
Je vais vous donner ce lien-là aussi. Il y a Chaizong, j'adore ton nom, Chaizong. Il dit, si c'était pour lutter la pseudo-crise du réchauffement, les psychopathes ne feraient pas l'épandage à fond l'hiver en moins 30. C'est une guerre contre la plèbe. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment une guerre psychologique. C'est une guerre médicale. Je pourrais l'appeler comme ça. La COVID, c'était la même chose. C'était une pandémie d'une guerre médicale et psychologique envers la population. La géo-ingénierie, c'est la même chose. Le changement climatique, c'est la même chose. On est en train de se faire empoisonner par une petite gang de gens qui utilisent un narratif qu'ils eux-mêmes ont créé comme justification au fait qu'ils nous empoisonnent. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Puis ça fait longtemps que je veux faire soit un épisode. Je voulais faire une brochure comme j'avais faite. Je pense pas que j'avais ici, là, ma brochure d'ingénierie sociale que je vous avais présenté un épisode précédent, je ne l'ai pas avec moi. Je voulais faire une brochure comme ça, mais je me suis dit, je pense que ça serait mieux que je fasse des épisodes de Croisons l'avenir là-dessus parce que je vais être capable de vous montrer beaucoup plus qu'avec une brochure en moins de temps. Parce que la brochure, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Puis c'est d'essayer de filtrer l'information pour que ça soit trop long. Puis bon, tandis qu'une vidéo, les gens peuvent écouter en plusieurs segments, mettre pause, réécouter plusieurs fois. Tu ne peux pas le perdre parce que c'est sur Internet. Donc, je trouvais que c'était mieux comme ça. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'épisodes comme ça. Je prévois faire d'autres interviews comme je faisais auparavant. Je n'ai pas aboli le projet. Je suis en train de vérifier là, qui que j'aimerais inviter. Mais on verra qui j'invite dans les prochaines semaines. Mais peut-être que je ferai d'autres épisodes. En tout cas, moi, je veux faire d'autres épisodes sur l'ingénierie sociale. Puis je veux faire des épisodes sur plus de psychologie humaine, des épisodes sur comme la sociologie, etc. Donc, laissez-moi savoir si ça vous intéresse, parce que moi, j'aime faire la recherche avec vous, j'aime vous montrer ce que j'ai découvert, puis j'aime surtout avoir vos commentaires. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont écrit, parce que j'aime vraiment savoir ce que vous pensez. J'aime vraiment communiquer avec vous. J'aime vraiment répondre à vos questions quand je peux. Mais bon. Donc, j'avais promis le mercredi dernier que j'offrais des pistes d'espoir et de solutions. Je vous dirais pour cet épisode, les pistes d'espoir et de solutions, informez-vous. Partagez la vidéo que je viens de faire. Informez-vous sur des sites officiels. Puis partagez l'information à vos amis. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé de la géo-ingénierie à mes amis. Il n'y en a aucun qui m'ont cru parce qu'il n'y en a aucun qui ont pris le temps de regarder les études que j'avais faites. Les recherches que j'avais faites. Mais si on leur montre ces sources-là, je veux dire, après ça, c'est indéniable. On ne peut pas dire que la géo-ingénierie n'existe pas, puis on ne peut pas dire que la géo-ingénierie n'est pas utilisée en ce moment à grande échelle. C'est sa définition, puis est active. Sur des sites officiels, c'est mentionné. Genre, fait moi, je pense que si on commence là, ça serait déjà un très gros pas vers le bon côté, dans le fond, vers la libération de peut-être cette cochonnerie-là. Qu'on arrête de jouer à Dieu puis qu'on laisse la nature faire ses choses. Et donc, sur ce, merci à tous. Je vous aime. On se revoit mercredi prochain. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, donc ça va être une surprise, comme ça a été une surprise aujourd'hui. Mais merci à vous tous de me suivre. Merci à vous tous d'être là. Je voulais que ça soit court. J'ai fait 2 heures. J'ai la gorge sèche.
Mais mon cœur est rempli d'amour par vous et ma tête est remplie d'informations grâce à vous. Et donc, je vous remercie énormément. Marchez en paix, soyez heureux et je vous revois mercredi prochain. Salut.